Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit peu plus posée, un petit peu plus chill, ça fait du bien de temps en temps. Et j'avais envie de vous parler de 10 livres que je trouve qu'il faut absolument lire en fait. Après c'est au goût de chacun, etc. Je m'en présentais 10, il y en a peut-être que un qui va vous plaire dedans. J'avais déjà fait une précédente vidéo où je parlais de mes 10 livres préférés. Donc là c'est vraiment 10 autres livres que j'ai adorés, qui font pas partie de mes 10 préférés parce que j'ai dû en choisir 10 la dernière fois, mais que j'aime beaucoup et qui m'ont quand même marqué et dont j'avais envie de parler. Pas forcément en faisant une revue lecture sur chaque livre comme je faisais avant. Au niveau des revues lecture, ça j'ai complètement arrêté, mais je continue à le faire sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Je vais vous mettre mon compte par là ou par là, je sais plus quel côté. Je fais en story des résumés un petit peu des revues lecture de tous les livres que je lis tous les mois, donc tout est en story à la une dans tous les cas si vous voulez regarder un petit peu ce que j'ai déjà présenté. Donc là on va se concentrer sur 10 livres qui m'ont quand même pas mal marqué et que j'ai vraiment adoré. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est La Datcha de Agnès Martin-Lugan. J'ai pas le livre avec moi parce que je l'ai prêté. Et c'est l'avant-dernier roman du coup d'Agnès Martin-Lugan, une autrice que j'aime beaucoup. Mais celui-là, je trouve qu'il s'est beaucoup démarqué par rapport à tous les autres livres qu'elle a pu écrire depuis le début qu'elle publie des livres. Donc je vais vous lire le résumé. L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux. Les pierres, les grands volets, les immenses platanes tout autour de la cour. La fontaine couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas de jour, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable. Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire? En gros, l'histoire va se baser sur le personnage qui parle en fait dans ce résumé. C'est une jeune qui va arriver, qui va être recueillie par un monsieur dont on entend parler, et sa femme dans un hôtel. Et en fait, on va, au début du livre, voir sa vie 20 ans avant sur un chapitre. Et après, on va revenir à sa vie de maintenant, actuellement, quand le livre se passe. Et on va découvrir tous les personnages. Et au fur et à mesure du livre, on va découvrir que chaque personnage a une importance capitale dans l'histoire du lieu, donc la Datcha qui est un hôtel, et que toutes les histoires se retrouvent à un moment donné, soit dans le présent, soit dans le passé, mais tout est lié. Et je trouve que le livre est super bien écrit, c'est super bien ficelé, il y a quand même pas mal de personnages mais on se perd pas. On se perd pas non plus dans les retours en arrière, en avant, etc. Et j'ai vraiment adoré. Donc celui-là, bah voilà, c'est le premier livre que je vous conseille. Je vais pas en dire plus parce que sinon je risque de vous spoiler. La deuxième suggestion, ça va pas être un seul livre mais ça va être une trilogie. Puisque j'avais pas envie d'en présenter qu'un alors que les trois sont super bien. C'est la trilogie du mal de Maxime Chatham. Alors je vais vous montrer les livres, que c'est toute la même édition. Donc il y a Maléfice, In Tenebris et L'âme du mal. C'est pas hyper joyeux, c'est un petit peu glauque. Mais en gros, les trois livres sont liés par un personnage qui va être dans les trois livres. Après, il se passe pas du tout la même chose. C'est pas du tout les mêmes tueurs, c'est pas du tout les mêmes crimes. Ça se passe pas du tout au même endroit, mais c'est lié par un inspecteur qui est dans les trois livres. Alors, je vais vous lire un petit peu les résumés vite fait. Donc, le premier, c'est L'âme du mal. Donc, dans le premier, des cadavres mutilés d'une façon troublante sont retrouvés au fond de la forêt et dans des hangars. Tout ressemble à la manière dont le bourreau de Portland tuait à l'époque. La même signature et pourtant il a été tué un an plus tôt. L'inspecteur Brolin, donc c'est lui qu'on va retrouver dans les 3 tomes, et Juliette, une étudiante en psycho, se plonge dans cette enquête effrayante, frôlant la porte du mal et des rituels ésotériques. Peu à peu, un secret effroyable va surgir et nos deux personnages devront l'affronter, mettant en danger leurs âmes. Dans celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de détails tout au long du livre qui permettent de se plonger vraiment à 100% dans l'histoire, mais il faut avoir quand même le cœur bien accroché parce que par exemple dans le premier, il y a un chapitre où il y a une autopsie qui est faite et l'autopsie elle est décrite vraiment en détail. Donc il y a vraiment au niveau des meurtres, etc., des corps et tout, c'est vraiment décrit en détail. Donc si vous êtes un peu sensible, faut pas lire ça, mais sinon il est vraiment bien. Moi d'habitude j'aime pas du tout ce genre de livre et là j'adore cela. Dans le deuxième, In Tenebris, on retrouve Brolin, dont l'inspecteur Brolin, mais cette fois-ci à New York, plongé dans une enquête particulièrement glauque. Il va s'associer à Annabelle, une inspectrice du New York Police Department, qui a découvert 67 photos de personnes disparues sur une scène de crime. Ils vont découvrir
découvrir des indices macabres qui vont les mener peu à peu vers l'horreur totale. La manière dont sont écrits certains passages nous montre la cruauté, la complexité et l'ampleur de cette affaire. J'avoue que celui-là, j'ai eu un petit peu de mal au début à m'attacher aux nouveaux personnages, puisque c'est pas les mêmes que dans le premier, et on s'attache très vite aux personnages du premier, et aussi aux lieux qui sont complètement différents, puisqu'on passe de Portland à New York, donc c'est pas du tout la même chose. Et les lieux étaient vraiment complètement différents du premier, mais ça a vite changé et j'ai vraiment accroché à la suite. Et le troisième, Maléfice. On retrouve encore une fois Brolin, de nouveau à Portland, comme dans le premier, et avec Annabelle, donc du tome d'avant. Ils enquêtent ensemble et avec la police sur des meurtres mystérieux qui semblent avoir été commis par une araignée géante. Et en plus de ça, des araignées mortelles se répandent dans la ville et attaquent les gens. Comme dans les autres tomes de la trilogie, le suspense, il est au rendez-vous. On peut pas prédire la fin du tout, il se passe énormément de choses. Et là, j'ai vraiment adoré, donc je ne peux que vous conseiller de lire les 3 livres là, donc c'est les 3 premiers livres qu'il a écrits. En troisième, on va parler de L'Attrape-Cœur de, alors je sais jamais comment on dit, c'est Salinger, mais je pense que c'est Salinger. C'est un livre qui est assez emblématique parce que ça a été un phénomène littéraire quand il est sorti. Il est paru en 1951 aux États-Unis et ça a été un des livres les plus lus du XXe siècle. Donc déjà, voilà, on pose un petit peu les bases. Au niveau de l'histoire, Holden Caulfield, 16 ans, est pour la énième fois renvoyé du collège de Penn-Hill, 3 jours avant les vacances de Noël. Garçon de la bourgeoisie new-yorkaise, il n'ose pas rentrer chez lui et affronter ses parents. Donc en fait, le livre va nous parler de 3 jours de... Enfin, ça va être le récit de 3 jours de vagabondage et d'aventure qu'il va vivre dans la ville de New York. Ce qui va, en fait, en gros, il va pas rentrer chez lui avant 3 jours et il va lui arriver pas mal de choses, pas mal de petites aventures. En quatrième, du coup, je vais vous parler de Ensemble on aboie en silence, le livre de Gringe. Il faisait partie de la rentrée littéraire quand il est sorti et j'ai eu un énorme coup de cœur déjà parce que j'adore Gringe, j'adore les textes qu'il fait déjà de base en musique. Et le livre, du coup, je l'ai acheté un petit peu les yeux fermés. Donc en fait, le livre raconte son histoire avec son frère. Donc son frère qui est schizophrène et ils racontent un petit peu leur vie à tous les deux et la complicité qu'ils ont tous les deux et l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre et le fait que la maladie de son frère en fait l'a énormément touché et que ça les a encore plus rapprochés que ce qu'ils étaient déjà de base. À partir d'une tragédie universelle, ils ont composé un livre où douleur et mélancolie côtoient la plus vibrante tendresse. Ensuite, on va parler de Fairyland de Alicia Abbott. Donc voilà, donc celui-là il faisait partie, alors en gros l'histoire est racontée par Alicia Abbott, donc elle va raconter l'histoire de elle et son père depuis qu'elle est toute petite, puisque son père depuis sa naissance à elle tenait des carnets, des journaux un petit peu intimes où il racontait un petit peu toute leur vie, où il prenait aussi énormément de photos de un peu toute la vie qu'ils ont vécue. L'histoire c'est que son père était homosexuel, il vivait à San Francisco dans les années 70. Donc en gros en 1974, après la mort de sa femme Steve Abbott, donc le père de l'écrivaine, écrivain et militant homosexuel, déménage à San Francisco. Avec sa fille de 2 ans, Alicia, il s'installe dans le quartier de Haight-Ashbury, le centre névralgique de la culture hippie. Commence pour le duo père-fille une vie de bohème ponctuée de déménagements, de fêtes et de lecture de poésie. Donc elle va raconter son enfance avec son père, mais elle va aussi parler du virus de sida qui apparaît et qui ronge un petit peu la ville et toute la communauté et les personnes qu'elle a autour d'elle. Elle raconte aussi la maladie de son père parce qu'il a attrapé le sida aussi. En 6e livre, je vais vous présenter un livre qui est assez ancien parce qu'il a été publié le 15 mars... Non, il a été publié en mars 1979. C'est Le Pavillon des enfants fous de Valérie Valère. Alors, je sais pas si vous allez voir. L'histoire en fait elle est racontée par l'écrivaine qui va raconter sa vie. Donc Valérie Valère, elle va être internée dans un hôpital psy pour enfants à l'âge de 13 ans pour anorexie mentale. Donc elle serait dans un hôpital parisien. Elle va attendre d'avoir 15 ans. Et pour raconter son histoire, elle aura passé 4 mois dans cet hôpital et elle va raconter tout ce qui s'est passé en détail, tout le temps qu'elle a passé dans cet hôpital, tous les traitements qu'elle a pu avoir, tous les enfants qu'elle a rencontrés, la vie qu'elle a eue, etc. Comment elle s'en est sortie. Et on voit un petit peu aussi comment les hôpitaux psy s'occupaient des enfants dans son cas à l'époque. Donc c'est un peu prenant, c'est assez dur à lire, je le conseille pas aux personnes trop sensibles, mais il est vraiment super bien écrit, même si c'est quelque chose qui est assez tragique, on va dire que l'histoire elle est assez tragique. Le prochain livre dont je vais vous parler, donc le 7e, c'est un petit peu particulier parce que je trouve que c'est un roman qui est assez fort dans les mots, assez fort dans ce qu'il essaie de transmettre en fait. Donc c'est Tortue à l'infini
de John Green. Et John Green, c'est lui qui a écrit Nos étoiles contraires, La face cachée de Margot, Qui es-tu Alaska, etc. Attendez, la caméra elle est un peu de travers. Et du coup, c'est des romans qui s'adressent aux jeunes adultes, un petit peu aux ados, etc. Mais celui-là, il est quand même assez particulier parce qu'il va parler de troubles psychiques, de troubles obsessionnels. Prise dans la spirale de ses obsessions, Asa, 16 ans, n'avait pas l'intention d'enquêter sur la disparition du milliardaire Russell Pickett, mais s'était compté sans Daisy, sa meilleure amie, et une récompense de 100 000 $. Asa renoue alors avec le fils de Pickett, Davis. L'improbable trio trouvera en chemin d'autres mystères et d'autres vérités, celle de la résilience, de l'amour et de l'amitié indéfectible. Alors ça, c'est l'histoire de base en fait du roman, l'intrigue, mais dans l'intrigue va s'ajouter tous les détails qui vont montrer que Asa, elle souffre en fait de troubles obsessionnels. Alors je vais vous lire des petits extraits que j'avais relevés à l'époque. Alors là, c'est Asa qui parle, du coup l'héroïne du livre. Si prendre un médicament doit me rendre différente, je veux dire, s'il change ce que je suis profondément, c'est juste complètement naze, vous ne trouvez pas? Qui décide ce que mon moi signifie? Moi-même ou les salariés de l'entreprise qui fabrique le Lexapro? C'est comme si j'avais un démon à l'intérieur de mon corps et j'aimerais vraiment qu'il s'en aille. Mais l'idée de le faire partir grâce à un médicament est, comment dire, bizarre. Cela dit, la plupart du temps, j'arrive à gérer parce que je hais ce démon de toutes mes vies. Un autre passage. Nous sommes des êtres qui nous appuyons tellement sur le langage que dans une certaine mesure, nous ne connaissons pas ce que nous ne pouvons pas nommer. Et nous en concluons que ce n'est pas réel. Donc, comme les troubles psychiques, les troubles psychologiques, souvent on n'arrive pas à les nommer avec des adjectifs précis. Donc c'est compliqué de montrer que c'est des choses qui sont réelles et que c'est pas juste... Bah, c'est quelque chose dans notre tête, mais c'est réel quand même, quoi. Nous nous réfugions dans des thèmes fourre-tout comme fou ou douleur chronique, des mots qui ostracisent et minimisent en même temps. Douleur chronique ne suffit pas à décrire la souffrance épuisante, constante, incessante à laquelle on ne peut échapper. Et le terme fou nous parvient dénué de la terreur et de l'angoisse avec lesquelles vous vivez. De plus, ces deux termes n'évoquent ni l'un ni l'autre le courage que peuvent développer les personnes qui sont dans un tel état de souffrance. Ma caméra a coupé alors que j'étais en train de parler parce que j'ai plus de batterie. Genre, je pense que j'en étais à dire que ce passage-là, je l'ai particulièrement mis de côté. Ce que je trouve qui résume complètement et vraiment précisément ce que l'auteur essaie de faire passer comme message dans le livre. En 8e, je vais vous parler d'un livre qui a été un énorme coup de cœur pour moi quand je l'ai acheté et quand il est sorti. C'est Le Cherche-Bonheur de Michael Zadourian. Je vais vous lire le résumé, ce sera beaucoup plus simple. Après une longue vie et 60 ans de mariage, la santé chancelante et la mémoire qui flanche, Ella et John savent que leurs jours d'autonomie sont comptés. Si John ne se souvient plus nécessairement si on est mardi ou jeudi, il peut encore conduire. Ella le kidnappe, entre guillemets. Donc, avec une seule idée en tête, partir une dernière fois à l'aventure. C'est le début d'un périple extraordinaire. Donc ils vont partir tant bien que mal, tous les deux, ils vont faire plein de choses qui vont leur rappeler leur jeunesse, leur vie ensemble. En avant-dernier, donc en 9e position, je vais vous parler de un livre qui est sorti il y a pas très longtemps, de Joël Dicker, l'affaire Alaska Sanders. Donc je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est quand même un assez gros pavé, mais j'ai adoré. Alors j'adore Joël Dicker, j'ai découvert un petit peu sur le tard, et ce livre-là, c'est la suite de l'affaire Harry Kéber. Après on peut le lire sans avoir lu l'affaire Harry Kéber avant, mais c'est mieux parce qu'il y a des petits détails un peu subtils qu'on comprend mieux. Donc je vais vous lire un petit peu le résumé. Avril 1999, Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. 11 ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gallowwood de la police d'État du New Hampshire, donc si vous avez lu l'affaire Harry Kéber, vous connaissez ce sergent, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Alors quand il a élucidé entre guillemets l'affaire à l'époque, il était très jeune et il venait d'entrer dans la police. Et s'il avait suivi une fausse piste. L'aide de son ami, l'écrivain Marcus Goldman, donc on retrouve pareil dans les autres livres, qui vient de remporter un immense succès avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité. Donc on va retrouver le duo de Marcus et de Perry qui vont enquêter pour savoir si Perry à l'époque a fait une erreur et si ils n'ont pas été menés en bateau depuis le début par la police, et s'il a bien découvert le bon coupable. Donc je n'en dis pas plus, mais pareil, c'est plein de rebondissements. Et pour finir, je vais vous parler de 107 ans de diastème
Donc c'est un petit livre de poche qui est pas très long, mais pareil qui est assez fort en émotion, les mots sont assez forts dedans. À 16 ans, Simon a vécu sa plus belle histoire d'amour avec Lucie. Mais il a suffi d'une erreur, d'une nouvelle folie de sa part pour que Lucie s'en aille. Parce qu'il l'aime trop, Simon est prêt à tout pour la reconquérir, jusqu'à se livrer à des actes où la raison s'égare, des gestes presque comiques à force de désespoir. Dans ce récit haletant comme un cri d'amour, Simon nous ouvre les portes de son théâtre intérieur. Donc en fait, on va voir un petit peu l'histoire de Simon et de Lucie. Du coup, il va nous parler dans le livre de sa douleur face à la rupture, face à l'amour qu'il avait envers Lucie, son cœur brisé et comment toute cette histoire le rend fou. Mais quand je parle de fou, c'est qu'il va faire des trucs de dingue en fait, pour essayer de la récupérer et pour essayer de passer à autre chose. Et c'est un roman qui m'a plutôt marqué. Il est, comme je vous ai dit, il est court, on voit qu'il est pas très épais. Une petite pépite. Après voilà, il faut vouloir lire un livre qui parle d'une histoire d'amour qui se finit mal, de quelqu'un qui a le cœur brisé, d'un jeune, etc. Il est pas au rayon ado, il est rayon normal entre guillemets. Donc c'est vraiment une écriture pour adulte on va dire, et j'ai pas grand chose à dire de plus dessus parce que sinon je vais spoiler toute l'histoire comme il est assez court. Donc voilà, je vais finir sur ça. J'espère que cette vidéo un petit peu différente, un petit peu plus chill, face caméra, vous aura quand même plu. On n'oublie surtout pas de s'abonner à la chaîne, on est bientôt 600 et je trouve ça énorme et ça fait hyper plaisir de voir qu'on est de plus en plus chaque jour sur la chaîne et que vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos, à mettre des likes, etc. D'ailleurs, on n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air, de me laisser un commentaire. Donc voilà, je vais finir là-dessus. On n'oublie pas de s'abonner encore une fois et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.